La prise de conscience est là, les mots d'ordre, les mots sont là. J'espère, là, l'étape qu'on va réussir à passer ensemble, c'est donc, comment se traduit en fait cette alliance? Comment elle se traduit concrètement? Comment, quand il y a comme ça des explosions populaires, des soulèvements populaires, de personnes qui défendent en réalité leur territoire, parce que c'est ça aussi, ce qui s'est passé la semaine dernière, on peut le lire aussi à travers le territoire. Et donc oui, nous ça fait longtemps en fait qu'on dit que les écologistes, le mouvement climat en particulier, doivent prendre la mesure en fait de cette dimension territoriale et être à nos côtés. On doit partir d'une interpellation, et notamment d'une interpellation depuis les quartiers populaires, qui interpelle un mouvement large, qui ne se soucie pas des populations qui vivent sur ces terres-là, en fait. C'est l'interpeller sur le fait que, pour l'instant, quand ce mouvement envisage la terre, il n'envisage la terre que habitée par des populations blanches. Est-ce que la terre à défendre, à vos yeux, en fait, c'est la terre que vous habitez? Vous, population blanche, plutôt classe moyenne, plutôt diplômée, plutôt de centre-ville, etc. Est-ce que c'est la seule terre, en fait, que vous envisagez de protéger? Sinon, si ce n'est pas uniquement cette terre-là, si vous envisagez que l'on puisse protéger ensemble l'ensemble de la terre, il faut prendre en considération la manière dont sont traitées les personnes qui vivent sur cette terre-là, en fait, des quartiers populaires. Et donc, le racisme que subissent ces personnes-là, effectivement, racisme qui fait que ces personnes sont considérées comme étant sans terre. Elles ne sont pas légitimes à habiter la terre qu'elles habitent pourtant, et où grandissent leurs enfants. Prendre en considération la question du racisme dans une perspective écologiste. Le racisme sous-humanise cette population-là, et c'est parce qu'il y a sous-humanisation de cette population que la terre que cette population habite est dévastée, en fait. C'est-à-dire que on peut pas installer des déchetteries, on peut pas installer des décharges, on peut pas installer des usines polluantes, on peut pas installer, comme ici, des échangeurs autoroutiers à l'air libre avec autant de pollution atmosphérique et de pollution sonore, si on ne sous-humanise pas la population qui habite cette terre. On a besoin d'humilier la population, on a besoin de la contrôler à travers des contrôles policiers, on a besoin de la déshumaniser pour pouvoir dévaster la terre habitée. Tant qu'on n'aura pas lié la question de la terre à la question raciale, et donc la question coloniale de manière plus large, si on sort de l'Hexagone, on réglera pas le problème ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Je crois que je participe à une génération qui a besoin de poser ses valises et qui a besoin de dire à ses enfants, en fait, cette terre est la vôtre, et la terre, elle sera protégée que parce que vous allez être respecté dans votre dignité humaine, et vous n'allez être respecté dans votre dignité humaine que si cette terre est protégée, qu'elle n'est pas dévastée, polluée, etc., comme c'est le cas aujourd'hui. Donc déjà, l'utilisation de cette expression sans terre, elle permet de faire ce constat, en fait, de cette mise en errance, de ce désancrage. Moi, par exemple, sur ce mouvement des sans terres, ça serait une proposition que je pourrais faire, par exemple, au soulèvement de la terre. C'est de dire dans quelle mesure on part de cette situation qui est dramatique. Voilà, dans quelle mesure c'est une violence, en fait, de ne pas être considéré comme étant chez soi. C'est une violence pour soi, c'est une violence pour la terre qu'on habite. Et dans quelle mesure on peut œuvrer à un mouvement des sans terres.